Les conditions météo règnent sur notre monde, apportant la vie, la mort et la destruction. Recule, bon sang, ça va aller. Oh, c'est pas vrai! Ils sont en train de se noyer! Découvrez des images encore plus fortes et incroyables. Avec des catastrophes naturelles meurtrières. C'était l'un des moments les plus terrifiants de ma vie. Avec des tremblements de terre effrayants. J'ai vu ma vie défiler sous mes yeux. J'ai cru que je m'en sortirais pas. J'ai vu un immeuble entier s'effondrer. On aurait dit un film catastrophe. Et des éruptions volcaniques. Ça dépasse mes rêves les plus fous. Découvrez les images filmées par les témoins de ces catastrophes. On va mourir! On peut pas rester là! Éloignez-vous des fenêtres! Éloignez-vous, vite! Et leurs histoires défiant la mort. Sur le coup, j'ai vraiment cru qu'elle était morte. J'ai dû jouer les cascadeurs pour me sortir de là au plus vite. Je pensais que j'allais mourir brûlé vif. Nous allons nous retrouver nez à nez avec Dame Nature. C'est dingue! C'est complètement dingue! Et être les témoins privilégiés Attrape ma main! de la puissance des éléments naturels. La montagne allait nous engloutir. Ça vient vers nous! C'est l'enfer ici! C'était terrifiant. Je n'avais jamais rien vécu de pareil de toute ma vie. Mettez-vous à l'abri! Tout de suite! Dans cet épisode, Oh la vache! une tornade surprise détruit une petite ville provinciale en Uruguay. Le toit tremblait. La lucarne tremblait. On était entre les mains de Dieu. Un homme affronte seul le plus gros feu de forêt de Californie pour sauver son quartier. J'ai toujours respecté Dame Nature, mais je n'avais jamais compris sa puissance avant d'avoir vécu ça. Et un volcanologue audacieux devient la première personne à atteindre le plus grand lac de lave du monde. Si vous en respirez une goulée, vous êtes mort. Je suis assez près du bord. L'Uruguay. Ce petit État d'Amérique du Sud n'est pas considéré comme un endroit particulièrement touché par les catastrophes naturelles. Mais le 15 avril 2016, les habitants de la ville de Dolores voient une tornade se diriger droit sur eux. Ils sont nombreux à n'en avoir jamais vu de leur vie. À l'époque, le DJ de radio Freddy Planchon se trouve au milieu de son émission radio de l'après-midi. Cet après-midi-là, il faisait très chaud. L'air était très lourd. On sentait que la pression était très élevée. J'ai entendu le bruit du vent s'intensifier. Et puis, le fracas incessant des débris, les choses qui bougeaient. J'ai vu que tout commençait à se casser. Le toit tremblait, la lucarne tremblait. Ma première réaction a été de m'abriter. J'ai bondi sous la table. J'ai senti la vitre se briser derrière moi. Des dizaines de morceaux de briques cognaient contre les murs. Les portes claquaient fort et toutes les vitres volaient en éclats. La lucarne s'est cassée et est tombée sur la table. J'ai failli me recevoir une grosse brique. C'était incroyable. Les habitants de Dolores, perplexes, sont frappés par une tornade classée EF3, c'est-à-dire la troisième catégorie de tornade la plus puissante, avec des vents pouvant atteindre 320 km/h.
Ce monstre malveillant frappe en plein cœur de la ville. Il s'attaque à la Grand Place où Pablo Rodrigo Erostarbe constitue une cible facile. Je me suis garé sur la place principale et j'ai commencé à entendre un bruit. Je me suis retourné et j'ai vu des petits objets voler. Au début, j'ai cru que c'était des oiseaux ou des ordures. Et en moins d'une minute, j'ai senti le vent souffler de plus en plus fort. Il a commencé à casser des branches d'arbres. Et qui sont tombés sur la camionnette. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était sérieux. C'était une très grosse tempête. Je me suis protégé la tête et par chance, le téléphone a continué à filmer. J'étais comme ça. Toutes les vitres volaient en éclats. Je gardais la tête baissée. Les arbres volaient partout. Mais le pire, c'était cet énorme pin. J'avais peur, je disais, « Tombe pas sur moi, ne tombe pas sur moi ». Il est tombé juste devant la camionnette. Ces quelques secondes à l'intérieur de mon véhicule m'ont semblé durer 3 heures. Ça n'en finissait pas. J'avais hâte que ça se termine. Puis le silence, enfin. Et là, je vois que tout est détruit. C'était catastrophique. Il y avait des arbres et des motos partout. On voyait où la tornade avait frappé. Elle avait laissé son sillage à travers la ville. En quelques secondes, le joli centre-ville de Dolores se transforme en une scène de pure désolation. Alors que la tornade sème la destruction en périphérie de la ville, le manutentionnaire Luis Villalba se trouve dehors, inconscient de ce qui s'apprête à le frapper. Est-ce que le vent va emporter Mazzoni? Ça nous rendrait bien service. On travaillait normalement. C'était une journée très humide. On plaisantait parce qu'on ne se doutait pas du tout de ce que c'était. On ne la voyait pas. La tornade était derrière des entrepôts et on ne la distinguait pas. Plus tard, l'entrepôt de Luis est frappé de plein fouet par cette tornade dans un déchaînement inimaginable de violence et de fureur. On était entre les mains de Dieu. La ville de Dolores fait face à la pire catastrophe qu'elle ait jamais subie. Quand j'ai quitté les locaux, j'ai été frappé par le spectacle désolant. On aurait dit une ville dans une zone de guerre. Parmi l'arsenal bien gardé de conditions météo meurtrières de Dame Nature, la plus effrayante est indéniablement la tornade. Et ce sont les États-Unis qui en comptent le plus grand nombre. 3/4 des tornades du monde sévissent ici. À Rockledge, en Floride, alors qu'une tornade approche, cette femme tente le diable dans son appentis peu solide. Les tornades sont classées de 0 à 5 sur l'échelle de Fujita. Et bien que celle-ci soit classée EF0, c'est-à-dire la catégorie la plus faible, elle l'a échappé belle. C'est tout naturellement que nous restons aux États-Unis, le centre névralgique des tornades. Cette fois-ci, nous sommes à Madison, dans le Wisconsin, alors que cet homme se dirige droit vers une vilaine tempête. Oh my God! There's a tornado by me! So you can see the damage that it just caused. Les dégâts auraient pu se produire dans son slip.
S'il avait quitté son domicile 1 minute plus tôt, il aurait probablement dû en changer à l'heure qu'il est. Pas besoin d'être en Amérique pour faire une rencontre du troisième type en voiture. À Arkhangelsk, en Russie, ce couple ne se doute de rien alors qu'ils rentrent tranquillement chez eux. Et tout à coup, sorti de nulle part, une grosse tornade surgit devant eux. À voir les dégâts causés aux toits, aux arbres et aux lignes électriques, il pourrait s'agir d'une tornade de catégorie EF3, avec des vents à plus de 240 km/h. Il est temps de battre en retraite, et vite. En moyenne, l'Europe essuie 300 tornades par an. Et dans le sud de l'Espagne, celle-ci opte pour un maximum d'effet en balayant une série de serres en plastique. Le ciel ne tarde pas à se parer de serpentins tourbillonnants qui lui confèrent une étrange beauté. L'agriculteur ne doit pas voir les choses de la même façon, tandis que ses serres et ses cultures se retrouvent aspirées par la tornade. Une tornade! Retour aux États-Unis. Et cette fois-ci, dans la région des tornades, c'est-à-dire Tornado Alley. Les vastes prairies du sud produisent des courants d'air ascendants chauds qui alimentent les multiples tornades. Et ces chasseurs d'orage ne s'en lassent jamais. Le problème, c'est que lorsque vous vous trouvez dans le vivier des tornades, oh la vache! Une deuxième peut surgir de nulle part et vous emporter. J'ai failli pisser dans mon froc. Avec des étés chauds et secs, la Californie doit affronter tous les ans la menace des feux de forêt. Mais en 2017, ces incendies sont d'une ampleur considérable. Plus de 9000 feux brûlent alors plus de 526 000 hectares de terrain, soit une superficie plus élevée que le Grand Canyon. Le 4 décembre, les comtés de Ventura et de Santa Barbara sont en proie à l'incendie qui deviendra le plus grand de l'histoire de la Californie. Dans la petite ville d'Ojai, cet incendie a pris l'avocat Trevor Quirk par surprise. J'ai reçu un appel de mon voisin qui est âgé de 93 ans et qui m'a dit « Trevor, tu savais qu'il y avait un feu ?» Je suis sorti devant chez moi et j'ai vu une lueur qui venait de la montagne. Alors j'ai compris qu'il y avait un problème. J'ai mis ma femme et mes enfants dans la voiture. Je leur ai dit que j'allais les suivre pour descendre de la montagne. Mais je ne l'ai jamais fait. Les vents étaient très violents. Ils soufflaient à 80-95 km/h. Et on avait beaucoup d'arbres morts à cause de la sécheresse. Toutes les conditions étaient réunies pour un incendie. Le feu encerclait ma propriété. Mon voisin de 93 ans était sur son tracteur dans mon allée. Je suis monté sur mon tracteur et on s'est mis à créer un coupe-feu. C'est un procédé qui consiste à éliminer tous les combustibles. Ainsi, quand le feu atteint un certain point, il n'a plus rien à brûler. J'ai installé un coupe-feu autour de ma propriété le restant de la journée, et jusqu'à tard dans la nuit. Il faut porter des lunettes de protection. Il y a des étincelles rouges qui volent à côté de vous, parce que les vents attisent le feu. Ce système fonctionne, sauf si des vents imprévisibles envoient l'incendie par-dessus le coupe-feu, ou si des arbres tombent, s'embrasent et alimentent de nouveaux feux. Le feu est juste là, regarde. Le feu crée sa propre énergie. Cet incendie durait depuis 10 ou 15 jours. Pendant 15 jours, Trevor travaille sans relâche pour créer des pare-feux. À un moment donné, il se démène 2 jours d'affilée sans dormir pour essayer de sauver son quartier. J'étais déterminé. Mon but était de sauver ma maison et les maisons de mes voisins. Allez, ça c'est fait. On avait des pelles, des scies à l'arrière de nos pick-up. On déblayait la route. Dans ces cas-là, on fait des choses qu'on ferait jamais en temps normal. On a à peine sauvé 3 maisons du quartier. Mais si on n'avait pas été là, ses voisins n'auraient plus de maison. Aux côtés de nombreux héros altruistes comme Trevor, les services d'urgence luttent contre les flammes.
équipé de plus de 20 avions et de 8000 professionnels. Alors que le feu se propage sur 20 km, même eux sont à bout de nerfs. Finalement, l'incendie Thomas aura brûlé pendant 1 mois. Il a détruit plus de 1000 maisons, a fait 40 morts et a causé des dégâts estimés à plus de 200 millions de dollars. Mais pour Trevor, qui a combattu ce feu, cette mésaventure se termine bien. Parfois, quand j'étais là-haut sur cette montagne, je me disais que je m'en sortirais pas. Je pensais que j'allais mourir brûlé vif. J'ai dit à ma femme que j'allais la suivre pour descendre de la montagne. Mais je ne l'ai pas suivie. Alors, à un moment donné, j'ai bien cru que je la reverrais jamais. On ne se rend compte de la valeur des choses que lorsqu'on les perd. Et pouvoir serrer ma femme de nouveau dans mes bras, c'est une émotion difficile à décrire. J'ai toujours respecté Dame Nature, mais je n'avais jamais compris sa puissance avant d'avoir vécu ça. Quand les caméras tournent, certaines personnes ne peuvent s'empêcher de frimer. Mais Dame Nature a la fâcheuse manie de ramener brutalement ses crâneurs à la réalité. Cet homme, obsédé par le fait de capturer ses talents de skieur, semble peu se soucier de la sécurité. Le problème avec la caméra, c'est que ça coupe des deux côtés. Et puis, elle enregistre les moments humiliants quand, malheureusement, tout va de travers. En l'espace de quelques secondes, il passe du statut de héros au statut de 0 puissance 10. Cette danseuse australienne de hula hop pense que seul un magnifique décor d'océan est à la hauteur de son talent. Quoi de plus naturel que de danser avec les éléments? Mais les éléments n'ont pas de temps à perdre avec les prétentieux. Alors, il frappe fort. Heureusement, seule sa fierté en a pris un coup. Checklist du vacancier à la plage. De l'eau turquoise, c'est bon. Une casquette, c'est bon. Un flamant rose gonflable, c'est bon. À voir cette maman qui essaie d'être à la page avec ses enfants, on devine que la catastrophe ne va pas tarder à se produire. Après une entrée dans l'eau nettement incertaine, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Monte dessus! Allez! Qu'est-ce qu'elle fabrique? on assiste enfin à l'amérissage. Enhardie, elle tente de drôles de mouvements. Avant que ça n'aille à volo. Vous feriez peut-être mieux de vous en tenir à la bronzette désormais. Dans le Wisconsin, aux États-Unis, l'hiver approche. Mais ça ne refroidit pas les ardeurs de ce cerf. Gonflé de virilité, il observe une jolie biche et lui sort le grand jeu. C'est pas possible. Oh non! Une biche décorative. Dans le feu de l'action, on s'y méprendrait. Au secours! Au Colorado, ce Tarzan de glace frime devant ses copains en toute inconscience. Mais tout le monde sait que l'orgueil précède la chute. Seul son ego a été blessé. À suivre. Faites qu'on reste sain et sauf.
un groupe de grimpeurs se retrouve pris au piège par une terrible crue soudaine dans un canyon. On trouvera pas meilleure protection. J'espérais qu'on n'était pas en train de vivre nos dernières heures. Et une tête brûlée risque sa vie pour être le premier à atteindre le lac de lave le plus impressionnant du monde. Il n'y a aucun mot pour le décrire. C'est comme si on regardait le soleil. Tout à l'heure, nous avons vu le pouvoir dévastateur des tornades, alors qu'une tornade classée EF3 a semé la mort dans le centre-ville de Dolores, en Uruguay, laissant un carnage total dans son sillage. Alors qu'elle atteint la périphérie de la ville, elle jette son dévolu sur des cibles qui ne se doutent de rien. Il s'agit d'un groupe de manutentionnaires parmi lesquels Luis Villalba. Il y avait beaucoup de nuages. Et tout à coup, ces nuages se sont rassemblés des deux côtés. Des nuages gris et blancs. Là, on a commencé à filmer. Est-ce que le vent va emporter Mazzoni? Ça nous rendrait bien service. On plaisantait parce qu'on ne se doutait pas du tout de ce que c'était. La pluie arrive. On est entré dans le bureau. C'est une sorte de cabine de sécurité en fibre de verre et en plastique. On tenait la porte parce qu'on savait que ça allait souffler fort. La vitre, ça casse la vitre. Et ce bruit, je ne l'oublierai jamais. Ça vrombissait comme un avion. Jamais je ne l'oublierai. Puis tout s'est mis à trembler. Le bureau remuait violemment. On était par terre. On tourbillonnait. On était sacrément secoués. On était ballottés de tous les côtés. Mon ami et moi, on était par terre. Et on se cramponnait l'un à l'autre. On était entre les mains de Dieu. Tout le bureau avait été balayé par la tornade. Les tables, le mobilier, elle avait tout emporté. Il ne restait plus que nous deux. Elle ne nous avait pas emportés. On a regardé là où étaient censées être les 7 granges. Elles avaient toutes disparu. Il ne restait plus rien. À l'intérieur, il y avait 12 ou 13 employés qui y travaillaient. J'ai tout de suite pensé qu'ils étaient tous morts. Puis, ils ont commencé à sortir. D'abord un collègue, puis un autre. On les a aidés. Jusqu'à ce qu'ils soient tous sortis. Tout était dévasté. L'incroyable puissance de la tornade a tout démoli sur son passage. Tout à l'heure, nous avons vu que le studio du DJ de radio Freddy Planchon avait été démoli au cours d'une émission. Maintenant, sous le choc, il erre dans le centre de Dolores. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai quitté les locaux, j'ai été frappé par le spectacle désolant. On aurait dit une ville dans une zone de guerre. Beaucoup de gens étaient en état de choc. Ils restaient sans bouger, ne sachant pas ce qui se passe. Ça va, vous allez bien? Calmez-vous. Tout le monde était figé juste après le passage de la tornade. Tout le monde se demandait, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la première question que l'on se pose après avoir vécu ça. Je marche dans la rue et je vois des immeubles détruits,
des fils électriques partout. J'entends la sirène des ambulances, les alarmes, je vois les arbres abattus et mon fils qui me demande « Papa, qu'est-ce qui est arrivé à notre ville ?» Malheureusement, la tornade Dolores fait 4 morts et plus de 200 blessés. Plus de 400 bâtiments sont détruits. En tant que porte-parole du peuple, Freddy aura un rôle primordial pour aider cette communauté dévastée à se remettre sur pied. La radio a été très importante dans les semaines suivantes pour aider les habitants. Elle est devenue le principal outil de communication et a été utilisée par les autorités pour maintenir la cohésion sociale. On prend conscience de ce qui est vraiment important et on comprend que l'on peut mourir d'une minute à l'autre. Le parc national de Zion, dans l'Utah, aux États-Unis. Zion peut signifier royaume céleste. Et pour l'aventurier Eric Hanson, ce désert de grès répond tout à fait à cette description. Je continue à considérer le parc national de Zion comme mon endroit préféré au monde. Il me donne l'impression d'un lieu sacré. C'est un environnement en grès qui regorge de couleurs. Du rouge foncé, du orange, du jaune. Et puis la particularité du grès, c'est qu'il s'érode différemment des autres formations rocheuses. En fait, les canyons s'érodent verticalement. Et c'est ce qui rend cette région, ce paysage, unique et particulièrement prisé des amateurs de canyoning. En 2013, Eric travaille en tant que guide de pleine nature spécialisé dans le canyoning. Ce sport de l'extrême consiste pour les grimpeurs à évoluer dans des canyons à l'aide de cordes pour descendre en rappel dans des précipices vertigineux. Ce qui distingue le parc national de Zion, ce sont ces ravins étroits appelés canyons en fente, et le plus impressionnant de tous est le Beounin Canyon. Il commence à environ 2400 mètres. Le canyon plonge très rapidement et il se rétrécit. Il y a toute une série de précipices. C'est un canyon en fente étroit, long et magnifique. Le 25 août, Eric descend le Beounin Canyon avec des amis et son frère, novice en canyoning, lorsque les conditions deviennent tout à coup catastrophiques. On était fin août, et le mois d'août est la saison des pluies dans le sud-ouest. C'est l'époque de l'année la plus dangereuse pour faire du canyoning. Quand les choses ont commencé à mal tourner, ça faisait environ 8 ou 9 heures qu'on était partis. Il nous restait à descendre environ 5 ou 10% du canyon. Et là, il s'est mis à pleuvoir légèrement. Pour terminer le Beounin Canyon, il y a une faille de 91 mètres. Je descends donc en rappel le premier, et là, je vois l'eau commencer à s'accumuler. Il pleut de plus en plus. Et tout à coup, il y a une crue subite, alors que mon frère est à 45 mètres en l'air. Bon sang, c'est pas vrai. C'est un vrai déluge. L'eau surgit du canyon juste à côté de nous. Quand mon frère descend, il est visiblement bouleversé. Ça va, Dave? Ça va? Eric, mon ami, est le dernier à descendre. Le gros danger, c'est qu'il se fasse emporter par le déluge, qu'il glisse du rebord où il était posté, qu'il bascule dans le vide avant d'être encordé et qu'il meure sous nos yeux. Fais gaffe! Donc on était fous de joie quand on l'a vu descendre avec la corde, parce qu'on voyait l'eau tomber au-dessus de lui. C'est là que tout a basculé en un rien de temps. On pensait qu'on allait s'en sortir. On était content qu'Eric descende. Et quelques instants plus tard, un mur d'eau nous dégringole dessus. Et on doit s'abriter de toute urgence. Venez là-dessous, je sais pas ce qui va nous tomber dessus. Toutes nos issues se sont retrouvées bloquées. On a dû se cacher sous les rochers qui se trouvaient à quelques mètres.
Restez sous le rocher! Ça nous a protégés de la violence de la chute d'eau de 90 mètres qui se déversait sur nous. Là, on a entendu des pierres tomber et un bruit sourd, comme quelque chose qui cogne. Restez sous le rocher! Ça s'est intensifié et c'est devenu de plus en plus violent. On était à 9 mètres d'un endroit sûr, mais on ne pouvait pas l'atteindre. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était attendre. On peut pas bouger pour l'instant. On trouvera pas meilleure protection. Ce dont je me rappelle très bien, c'est l'odeur de l'eau. Elle avait une odeur de mort, parce qu'elle charriait tous les déchets pourris qui reposaient dans le canyon. J'espérais que ce n'était pas un signe prémonitoire et qu'on n'était pas en train de vivre nos dernières heures. Il faut y croire. Rien va nous frapper. On va pas se noyer. On va pas être emporté. On va rester sains et saufs. Au bout de 45 minutes environ, j'ai commencé à remarquer que mon débit de parole ralentissait. Mes gestes étaient moins coordonnés et j'avais du mal à respirer. Les premiers signes de l'hypothermie se manifestaient. On va s'en sortir sains et saufs. J'essayais de réfléchir à un plan. Et puis, au bout d'une heure ou 1h15, on a remarqué que ça commençait légèrement à se calmer. Ça se calme. Alors on s'est mis en mouvement et on a réussi à passer et à se mettre en lieu sûr. En un clin d'œil, on s'est retrouvés de l'autre côté. On avait réussi, on était vivants. On l'a fait. On ne savait plus quoi faire. Cette accalmie leur a été salvatrice, car une nuit glaciale dans le Beonin Canyon leur aurait certainement été fatale. Pour Eric, cette expérience a été très instructive. Je reviens pas qu'on s'en soit tiré. Je suis content d'avoir vécu cette expérience dans laquelle j'ai frôlé la mort. Ça a été un moment fort qui m'a fait grandir. Ça m'a ouvert les yeux sur la nature, sur sa puissance et sur la rapidité à laquelle elle peut changer. Face au pouvoir destructeur de Dame Nature, on est complètement impuissant. Lorsque les conditions météo deviennent extrêmes, on les qualifie souvent d'apocalyptiques. Alors regardez bien, car nous allons vous montrer nos images de météo apocalyptiques les plus impressionnantes. Furnace Creek, dans la vallée de la mort, en Californie. Officiellement, l'endroit le plus chaud de la planète, avec un record enregistré à 56,7 degrés Celsius. Alors ayez une pensée pour cet aliéné qui relève son propre défi, Dark Vador dans la vallée de la mort. 3, 2, 1, partez. Aujourd'hui, il ne fait que 54 degrés. Et John Rice essaie de courir 1 km 600 en moins de 7 minutes. Il a perdu son masque. Ça y est. Le danger le plus évident est un coup de chaleur. Cela peut être fatal. Même si ses amis représentent un plus grand danger. Ne le renverse pas. Oh, bon sang! C'est bon, tout va bien. Tout va bien. Et voilà, la course d'1 km 6 la plus chaude du monde. Voici Dhaka, la capitale du Bangladesh. La raison de cette rivière de sang est plutôt macabre. Pour la fête religieuse de l'Aïd el-Kibir, les habitants sacrifient du bétail et les rues se teintent de rouge. Dans l'Iowa, aux États-Unis, cet individu qui semble tout droit sorti de la BD Astérix, avec ses tresses et son casque, interrompt soudainement ses cocktails car une tornade sévit à l'extérieur de son mobile-home. Oh la vache! Regardez-moi ce carnage. J'y crois pas. Le carnage!
leurs boissons se sont répandues partout par terre, prouvant que le Seigneur donne et le Seigneur reprend. Au Québec, cet homme est une sorte de prophète. Il installe sa caméra pour capturer les flèches ardentes des éclairs du paradis. Alors que la pluie tombe violemment et que le ciel gronde de façon inquiétante, il crie pour avertir son ami du danger. T'as-tu vu ça? C'est malade! Une fois l'homme à l'abri, un puissant éclair frappe avec une force vengeresse et une colère furieuse. À quelques secondes près, il aurait rencontré son créateur. Quand Dame Nature laisse éclater sa fureur, il n'y a rien de plus explosif qu'un volcan en activité. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'était chaud. Un homme nourrit une obsession malsaine au sens propre, le Néo-Zélandais Geoff Mackley. Mon métier? Imbécile professionnel. En fait, j'adore grimper sur les volcans. Ça me passionne depuis que je suis petit. Vous pouvez demander à mes instituteurs de l'école primaire. Les volcans en papier mâché et le feu, j'adorais ça. Bien qu'il y ait environ 1500 volcans en activité dans le monde, Geoff est obnubilé par l'un d'eux en particulier. Le volcan Maroum et son lac de lave sur l'île d'Ambrim dans le Pacifique Sud. Le besoin de me rendre sur l'île d'Ambrim a débuté avec mon envie de voir de la lave de près. Or, j'avais entendu dire qu'il y avait un lac de lave en fusion. Sachant cela, je me suis fixé comme objectif de descendre au plus près de ce lac de lave. Certains escaladent l'Everest. Moi, mon but, c'était d'être la première personne à descendre dans ce volcan. Ce défi m'a pris 10 ans et ça m'a coûté environ $1 million que j'ai payé de ma poche. C'était une obsession. Si cette expédition a pris tellement de temps et a coûté aussi cher, c'est parce que le microclimat du volcan est particulièrement hostile. Que pensez-vous de la perspective d'une autre nuit ici? J'ai le droit de jurer? Tous ces gaz chauds émanent du volcan et se mélangent avec l'air instable, humide et tiède, et ça devient ingérable. Phil, c'est Geoff. Les conditions se sont nettement dégradées. Il faut qu'on évacue le plus vite possible. En fait, là-bas, c'est comme si tout essayait de vous tuer et de ruiner vos efforts. Je dirais que c'est un peu comme si on était sur une autre planète. On en a pris un sacré coup cette nuit. On voudrait sortir de cette galère. Il s'agit d'une persévérance absolue, suprême. La persévérance poussée à l'extrême. Après 10 ans à essayer d'être le premier homme à atteindre le chaudron ardent du volcan Maroum, cet espoir chevillé au corps a finalement payé. 2012, c'est l'année de la réussite. Mais ça a été une réussite difficilement remportée. Les conditions météo étaient terribles. On a eu 38 jours de pluie torrentielle. Les gens devenaient fous. Et puis, finalement, on a eu une journée d'accalmie. On a envoyé les cordes jusqu'au fond. La descente, c'est toute une épopée. Une falaise de 365 mètres, ce n'est pas rien. Ça équivaut à la taille des plus hauts monuments du monde. Une erreur et c'est la mort assurée. En descente, l'avantage, c'est que tout est question de gravité. Ce qui est dangereux, c'est l'imprévisible. Les choses que l'on ne peut pas empêcher.
La corde peut se couper contre une pierre. Il peut y avoir un séisme alors que vous êtes sur la falaise. Ou alors une grosse tempête peut éclater, ou une crue subite peut se produire. Ou bien encore une coulée de boue d'enfer peut se mettre à dévaler la falaise. J'essaie de dégager les pierres. Ce n'est pas un jeu. Dans cette expédition, on risque sa vie. Ça, c'est pas terrible. Je me trouve à environ 150 mètres au-dessus du lac de lave. Comme vous pouvez le voir, on a descendu une belle hauteur. C'est vertigineux. Et notre but est juste en bas. Geoff met une bonne partie de la journée à descendre dans le cratère du volcan Maroum, et la récompense qu'il attend au fond dépasse toutes ses attentes. Il est tellement ébloui par le spectacle qu'il en oublie sa propre sécurité. Dépêche-toi! J'ai dit, je vais aller au bord. N'hésite pas, filme. Vas-y, t'arrête pas. 5 mètres. 2 mètres. Ah, bon sang. C'est pas vrai. C'est le meilleur exploit de ma vie. Comme vous pouvez l'imaginer, il fait extrêmement chaud. Je suis assez près du bord. Il fait une chaleur phénoménale. Je peux pas m'approcher plus. C'est une chaleur inouïe. Je fais bronzette. Mais les quelques secondes pendant lesquelles Geoff reste perché au-dessus de ce four naturel chauffé à 1000 degrés menacent de le cuire. Avant de succomber à la chaleur et au gaz mortel, il revêt sa combinaison de protection. Il s'agit d'une combinaison ignifugée. Cet équipement permet de s'approcher d'une source de chaleur intense. Il faut être extrêmement vigilant. Ici, il y a des gaz sulfureux. Si vous en respirez une goulée, vous êtes mort. Alors, c'est comment? Ça dépasse mes rêves les plus fous. Ils se concrétisent enfin. Je me souviens de ce moment comme si c'était hier. C'est le meilleur exploit de ma vie. Même avec la combinaison, j'avais l'impression d'être dans un four. C'est indescriptible. Il n'y a aucun mot pour le décrire. C'est comme si je regardais à l'intérieur du soleil. C'est l'aventure la plus intense et la plus extraordinaire que j'ai jamais vécue. On réalise à quel point on est insignifiant face à une telle puissance. Il y a des personnes téméraires ou imprudentes qui s'éclatent en prenant des risques démesurés et en riant au nez de Dame Nature. Je les qualifie d'inconscients ou de têtes brûlées. Dans la série des Rebelles écervelés, voici un groupe de vététistes dans la station de ski des Deux Alpes. Ils s'apprêtent à concourir dans la course VTT de la Mountain of Hell, une descente glaciale à 3400 mètres d'altitude où ils devront s'attaquer à tous les obstacles dont regorgent les Alpes. Alors que les pistes damées sont relativement lisses, les cyclistes atteignent des vitesses allant jusqu'à 100 km/h. Puis, alors qu'ils passent sous la limite des neiges éternelles, la situation se complique. Les pierres succèdent aux éboulis glissants, à une allure folle. Et si vous vous aventurez hors du circuit, ça fait mal. Au moment où l'effort est à son comble, les vététistes doivent enchaîner des sauts. Et si vous êtes encore en un seul morceau, par bonheur, la torture prendra fin une demi-heure plus tard. Place à une descente d'un autre type, mais tout aussi dangereuse.
ces jeunes inconscients troquent les pistes traditionnelles contre du snowboard urbain. Une erreur, et c'est l'hôpital. Mais je reconnais que c'est pratique pour faire une livraison de journaux express. Ce jeune sur sa motoneige refuse de s'avouer vaincu. Il faut une sacrée puissance pour sauter par-dessus ces barrières. Regarde maman, sans les mains. Et sans jugeote non plus. Revenons au vélo. Par une journée venteuse au Brésil, cet homme a cru bon de traverser cette rivière locale de façon risquée et originale. Non satisfait de son ascension laborieuse et de son embardée, il va plus loin en se mettant sur une roue. Et histoire de faire bonne mesure, il en remet une couche. C'est extrêmement dangereux, évidemment. Heureusement pour lui qu'il n'a pas coupé les ponts avec sa bonne étoile. Cet homme s'appelle Tim Howell. Un nom sage, mais un individu déraisonnable. Il est accompagné de sa petite amie, tout aussi inconsciente, pour un après-midi de ski. Les rochers sont dans l'axe. Allez, j'y vais. On se retrouve en bas. D'accord. C'est parti. Il s'élance d'une falaise de 150 mètres de haut. De quoi vous couper le souffle. Heureusement, ils ont eu le bon sens de s'équiper d'un parachute. D'une adresse écœurante, cet homme au courage d'acier réalise l'atterrissage parfait. Et en plus, il est beau garçon. Dans cet épisode, nous avons vu la puissance incroyable de Dame Nature. Nous avons vu à quel point nous étions vulnérables. J'ai failli pisser dans mon froc. Nous l'avons vu démolir, détruire et nourrir au nez. Vous en verrez encore plus dans le prochain épisode. Parce que personne ne peut arrêter la nature meurtrière.